Nisseni, je viens d'avoir 24 ans et du coup je suis monteur audiovisuel. En fait, de base, moi, quand j'avais 18-19 ans, je voulais faire un DUT MMI. Donc, c'est un diplôme sur 2 ans qui est métier et multimédia de l'internet, je crois, qui brasse un peu tout, graphisme, etc. Parce que je sais que je voulais me diriger dans le contenu un peu web, mais je savais pas trop comment. Et en fait, ils m'ont refusé. J'ai vu que l'année suivante, ils demandaient de proposer un projet. Du coup, je me suis dit c'était peut-être ma chance. Et en fait, j'ai contacté un mec que je connaissais de mon lycée, je savais qu'il faisait de la vidéo. Et je lui dis salut mec, ça te dirait qu'on fasse un court métrage? Et en fait, on a fait un court métrage et on l'a fait dans les vraies conditions. En fait, c'est très vite amplifié. On a fini par avoir du coup accès à un lieu, un bar d'ailleurs très gentil qui était le jeu Barjo à Bordeaux. Et après, on a eu en fait, tout le monde s'est très vite rentré dans son rôle. On a eu une maquilleuse qui est venue nous aider, etc., etc. Donc en fait, on a très vite créé un environnement de tournage un peu sain. Et j'ai tellement adoré l'expérience que dans la foulée, en fait, bon, le DUT MMI m'a refusé, mais c'était pas une fin en soi. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais commencer à apprendre en autodidacte et je vais travailler. Et comme ça, je pourrais mettre des fonds et je pourrais lancer ma société de production. Donc en gros, j'ai commencé du coup à travailler pour ça. Sauf que petit problème du coup concernant ça, c'est que on a eu un différent personnel avec la personne avec qui je voulais faire la société. Donc au final, ça s'est pas fait. Et en fait, dans la foulée, après, j'ai fait plein de petits projets à droite à gauche, histoire de me faire la main, notamment sur des petites interviews d'entrepreneurs à Bordeaux, etc. Je suis rentré en fait en BTS audiovisuel. Dans cette prépa, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré ce que j'ai fait dans le BTS. En fait, grâce à ça, je suis vraiment passé de quelqu'un qui était blasé par le système scolaire global à quelqu'un qui était hyper enthousiaste à l'idée d'apprendre et de faire apprendre aux gens aussi. Suite après ce BTS, j'ai eu pas mal de chance, notamment parce que de base je devais faire un stage dans une société qui s'appelle Silicon RGB, en fait, qui est une société d'étalonnage. C'est un laboratoire audiovisuel, ils font plus que ça. Et en gros, ils gèrent la colorimétrie, l'aspect un peu technique des rushs, etc. vidéo. Et en fait, cette société, je devais être là-bas pour faire assistant étalonneur et assistant monteur, dans le but de travailler sur des séries Netflix et compagnie. Sauf que Covid est arrivé. Et donc du coup, on m'a dit la veille avant que je parte, ah ben non, en fait, à cause des mesures sanitaires, on peut plus te prendre. Donc j'ai dû annuler à la dernière minute et avec beaucoup de chance et merci à eux, j'ai pu retrouver un stage du coup qui s'est fait chez Kino Productions, en fait une société d'audiovisuel. Et du coup avec eux, j'ai fait pas mal de choses. En vrai, j'ai fait assistant monteur, j'ai fait assistant plateau, j'ai fait un peu d'ingé son aussi. J'ai fait vraiment beaucoup de choses avec eux pendant du coup un bon mois assez dense. Du coup, on a fait plein de choses. On a fait par exemple c'était beaucoup de vidéos de formation. On a fait de la vidéo de formation sur des fonds verts pour par exemple, on a eu Gucci et puis après on a eu Chanel qui est passé. C'était pour de la formation en interne. Donc j'ai fait ça. C'était comment être un bon manager chez Gucci. C'était les 21 raisons. C'était une hyper bonne expérience. Après du coup, j'ai fait aussi pas mal d'assistanat technique sur des documentaires, etc. Et après, suite à ça, forcément, mon stage s'est terminé, mes études ont repris, j'ai finalisé mes études, finalisé mon job étudiant de livreur à vélo, etc. Et j'ai profité un peu de mes premiers mois de vacances et je me suis dit quand même, il va falloir quand même se lancer parce que va y avoir un créneau qui va s'ouvrir, c'est-à-dire que les vacances d'été vont se finir, tout le monde va se réveiller, et donc du coup tout le monde va vouloir travailler. Et donc j'ai pris un mois de moins que les autres, je pense, et je me suis dit pendant ces un mois-là, en fait, je vais essayer à fond de démarcher, de me construire mon identité visuelle, etc. Parce que de base, je voulais pas être dans une entreprise, je voulais direct être freelance et essayer de manager un peu mes propres projets vraiment de A à Z parce que j'avais vraiment adoré le côté. On démarre de zéro et on réussit à construire des projets qui sont assez gros à la fin. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Et du coup, ça m'a emmené sur plein de choses, ça m'a emmené sur plein de pistes. En parallèle, je me suis formé aussi davantage en autodidacte en plus de mes études sur tout ce qui était le graphisme, le motion design, les refontes d'identité graphique pour les entreprises et compagnie. Ça m'a permis de trouver ma plus grosse prestation, qui était du coup la refonte graphique d'une ébénisterie qui voulait passer dans le côté un peu 2.0 et passer du côté on est vieille maison d'artisanat à on est en gros la nouvelle ébénisterie du futur. Du coup j'ai pu les guider là-dessus et en fait en parallèle j'ai commencé moi à passer les certifications de Jelly Smack, etc. J'ai passé la majorité des examens et j'en étais du coup à la certification finale que je devais passer je crois avec Adrien. Mais au final j'ai pas pu donner suite parce que j'avais plus le temps. Je commençais à avoir pas mal de demandes mine de rien parce que j'avais réussi à me placer sur un truc qui était assez cool. Et surtout que à ce moment-là en fait la société chez qui j'ai fait mon stage
qui était Kino Production, m'a rappelé en me disant est-ce que ça t'intéresserait de venir faire un live. Je connaissais pas du tout le milieu du live. En fait, j'ai fait un live pour les rencontres du développement durable. Donc en fait, c'était pendant une semaine et c'était une semaine où c'était des tables rondes en fait de discussion, de débat, de présentation sur c'est quoi le développement durable. C'était en préparation je crois que je sais plus si c'était en préparation ou en débrief des COP 21. Du coup, il y avait plein de personnalités différentes. Il y avait des chefs d'entreprise comme le monsieur qui gère Garnier. On avait des politiques comme Taubira, etc. qui étaient présents. C'était hyper enrichissant. J'étais cadreur, donc ce qu'on abrège plus communément en tant que caméraman. Voilà, donc je faisais ce job-là et je faisais un peu l'installation technique, etc. Donc vraiment le côté un peu brut du c'est quoi ce câble, qu'est-ce qui fait ce câble, qu'est-ce qui se passe si je le relie dans l'ordinateur et comment j'envoie une grosse vidéo d'un câble à l'ordinateur, tout ce genre de choses. Et après, on m'a fait un peu découvrir les bases aussi un peu du montage live, mais sans plus. Donc c'était hyper intéressant. Et en fait, de fil en aiguille, je faisais beaucoup d'allers-retours du coup de Bordeaux à Paris pour aller faire des prestations de cadrage de live. Donc ça allait de la recette de cuisine à la captation d'un live vidéo pour des partis politiques, comme ça peut être le cas par exemple pour l'UDI, le centre droit, parce qu'ils faisaient les élections des candidats à la présidentielle. C'était les auditions en avance. Et après, j'ai fait un gros choix dans ma vie. Ma copine, en gros, fait un master d'histoire de l'art. Et elle voulait le faire à l'étranger, ça me motivait, je voulais pas rester en France, je voulais bouger, voir un peu du pays parce que je suis quand même relativement jeune. Et elle avait l'occasion de faire son master d'histoire de l'art à Rome. Et je savais pertinemment qu'en fait en partant pour Rome, eh bien il y a aussi une réalité derrière, c'est que forcément je n'allais plus être appelé et qu'il fallait que je recommence un peu de zéro. Le début était très dur, je suis passé je suis un freelance qui a cartonné très vite et qui a enchaîné très vite à un freelance qui du coup n'avait plus rien et qui devait retomber un peu sur ses pattes. Ça a pris un peu de temps et j'ai profité en fait de ce moment-là pour fonder un collectif qui s'appelle La Matière Film, qui est en gros posé sur Bordeaux et qui en gros est lié dans le milieu en fait du sport et du sport extrême. Et en gros l'idée c'était si on se réunit tous ensemble, on peut réussir à gérer en fait un pool de prestations freelance sans forcément s'impacter les uns les autres. Et en gros le but c'était à long terme d'essayer de créer un microcosme intéressant pour les freelances qui arrivent aussi dans le milieu de la freelance créative et qui ne se fassent pas en fait systématiquement manger par des choses qui sont bien plus grandes qu'eux. Et ça c'était du coup pour le milieu de l'institutionnel et du publicitaire. Et puis après en fait dans la foulée, on m'a contacté pour du coup venir travailler. Donc c'était à l'époque chez Ocamedia / Delismac pour du coup la formation qui était à l'époque YouTube Maestro. Enfin, de base c'était même pas ça, c'était je devais encadrer les tests d'entrée pour les freelances qui devaient rentrer chez Ocamedia. Et en fait ça s'est très vite transformé en est-ce que tu vas être trainer du coup pour YouTube Maestro et du coup plus tard The Creative Academy. Moi j'ai toujours eu un seul objectif, c'était qu'à long terme c'était de devenir vraiment quelqu'un de très très compétent dans mon milieu, du coup de pouvoir devenir professeur intervenant et d'aller un peu d'école en école ou dans une école vraiment fixe et d'apprendre en fait aux gens que moi j'ai vécu et la bouteille que j'ai quoi. Et du coup en fait ça m'a mené ici et c'est pour ça que maintenant au final je suis hyper épanoui d'apprendre tout ça, d'apprendre aussi tout ce que ça a été, de partager avec les jeunes étudiants ce que ça a été enfin les jeunes, il y en a qui sont plus âgés que moi mais ça a été quoi mes galères de freelance, mais que dans le fond on s'en sort toujours si on sait à peu près méthodiquement retomber sur ses pattes et aussi leur apprendre tout simplement c'est quoi le montage et comment on en vit pour qu'ils partagent un peu le même rêve que moi j'ai eu et que d'autres ont eu dans ce milieu-là, parce que c'est quand même un métier qui fait rêver. Je sais que j'en vois au minimum 3 par jour. Des fois, ça monte souvent aussi à 5 par jour en termes de rendez-vous, etc. Parce qu'on a quand même des gros besoins en termes de rencontres quotidiennes, etc. Et après, par message, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Pour le coup, ça tourne beaucoup, donc je serais pas trop capable de donner un chiffre exact. Je sais que j'en ai beaucoup le matin, beaucoup le soir, et entre les deux, ça se calme. Mais je suis incapable de donner une donnée chiffrée pour le coup de combien j'en ai. J'ai jamais lâché YouTube, j'ai toujours consommé. En fait, l'adaptation a été très très rapide parce que mine de rien, du coup, je sais comment fonctionne un contenu YouTube. Parce qu'après, mine de rien, un monteur doit quand même d'être très adaptable, peu importe qu'il soit. D'autant plus qu'on a la chance d'être une génération qui a vu les deux côtés, c'est-à-dire le début en tout cas internet et le boom un peu internet qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression que j'ai un peu mieux cette ambivalence là. Du coup je sais grosso modo c'est quoi un contenu YouTube. Je sais aussi différencier quand par exemple j'ai envie de faire du court métrage
que je sais pas du tout les mêmes codes. Et en fait, c'est pour moi ça qui est important chez un monteur, c'est de pouvoir s'adapter en fonction de ce qu'il doit traiter, ce qu'il veut traiter, ce qu'il veut créer et où il va le créer, où il va le faire. Et on le voit notamment avec l'évolution de toutes les web-séries qu'on a eues. On est quand même passé des Visiteurs du Futur qui étaient très très codifiés en web-série à la YouTube à des web-séries maintenant qu'on peut voir sur Canal+ et compagnie qui sont complètement codifiées par plein de choses qu'on peut voir sur YouTube. J'aime beaucoup Feldup, qui fait un peu des vidéos type horreur, etc. Sinon, une chaîne que j'aime énormément, enfin deux chaînes que j'aime énormément, c'est Zigret Review, qui est un mec qui parle de jeux vidéo et qui a un storytelling et une voix à me faire vriller le cerveau, qui est incroyable. Et la troisième chaîne, c'est un collectif / société de production plus grosse qui fait ça, qui s'appelle Kurzgesagt. Et en fait, c'est des vidéos à destination de vulgarisation scientifique, mais très poussée, très recherchée. Et en fait, c'est que du motion design. Et c'est à chaque fois un plaisir à voir. C'est un plaisir hyper bien sourcé, etc. Et puis après, j'aime bien aussi le contenu de Orbinea, parce que ça fait très gros documentaire scientifique, un peu long. Et c'est le genre de choses que j'adore consommer. Alors principalement déjà ça va être le partage de connaissances, aussi le côté apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait même en étant et c'est surtout l'aspect humain en fait globalement, si je peux le résumer. Parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que, et après c'est peut-être mon point de vue, mais je pense que peu importe où on en est, je commence quand même à avoir une bonne maîtrise du montage, même si je sais qu'un monteur qui aurait par exemple 10 ans de plus que moi dans son milieu spécifique à lui, forcément serait plus performant et aurait des choses à m'apprendre. Mais par exemple, si je prends ce monteur-là, je pense que je pourrais avoir des choses à lui apprendre d'un point de vue YouTube. Et c'est un peu pareil avec les étudiants, c'est-à-dire que même si c'est pas technique ou autre, on a toujours des choses à apprendre d'autrui, même si c'est des petits éléments par-ci par-là. Et en fait, c'est hyper enrichissant d'être au contact de tout le monde, d'avoir autant le côté, oui, je résous tes problématiques techniques, mais aussi, mine de rien, des fois, ça peut passer par un côté très humain de je vais résoudre tes problématiques humaines aussi, des fois te remotiver, un peu le petit tact le petit punch qu'il faut pour que tu reprennes, parce que une chose qui pour moi est pas assez dite dans ces milieux-là, c'est que mine de rien, l'aspect créatif, c'est assez chronophage en termes de technique, de pratique, etc. Et souvent, on peut se démotiver face à ce genre de pratique. Et c'est bien d'avoir quelqu'un, je trouve, qui est derrière et qui me dit non, mais ce que tu vis là, je l'ai fait, je l'ai vécu comme toi, tu continueras à le vivre, mais c'est normal. Et c'est pour ça que quand je fais par exemple des rendez-vous individuels, que je sens un peu les gens démotivés, j'aime bien leur redonner un coup de punch. Quand je vois que quand je fais des workshops, etc., je sens que les gens ont quelques craintes, etc., j'aime bien en parler avec eux parce qu'en fait ça fait autant partie de mon travail, cet aspect. Oui, je suis là pour résoudre tes problématiques techniques, t'apprendre le logiciel, t'apprendre comment ça marche, mais je suis aussi là pour te montrer que la vie de freelance c'est accessible, que tu peux le faire et que si tu veux vraiment accéder à ce métier créatif, tu peux le faire. Il faut juste que tu saches dire j'ai besoin d'aide et aussi que tu saches dire je veux le faire, et c'est ok d'être un peu démotivé, mais faut pas lâcher quoi. Et c'est vraiment un truc que j'adore dans ce métier là. En fait c'est vraiment littéralement le contact avec les étudiants, les événements que j'anime avec eux, etc. C'est un big workshop, du coup c'est un workshop qui est plus gros, qui en général dure 4 heures et qui est sur une thématique spécifique. Je pense que c'est le big workshop 3, qui est en fait un big workshop où je leur montre des choses qui sont pas spécialement vues dans la formation, mais qui sont les bases en fait du motion design, où en gros je découpe en fait un projet et je leur montre comment après ils peuvent appliquer, notamment via des choses qu'ils connaissent, par exemple des effets de jeux vidéo comme Valorant, etc. Qu'en fait c'est des choses toutes bêtes qu'ils peuvent reproduire, et leur montrer aussi plein de choses, et leur montrer comment ils peuvent adapter ça à YouTube. C'était hyper intéressant de faire ça avec eux parce que en fait c'était un des points faibles des étudiants à un moment, c'est que pour tout ce qui est gestion des typographies, gestion de tout l'aspect un peu graphique du logiciel, n'était pas en gros hyper clair pour eux, et c'était hyper intéressant d'avoir leur ressenti là. Après en vrai, c'est à égalité avec le dernier Big Workshop qu'on a fait la semaine dernière, qui était génial aussi, qui était du coup le 4 et qui était une édition spéciale Z-Event, parce qu'avec Louis Dacosta et Louis Lafont aussi, on a pas mal travaillé à droite à gauche sur le Z-Event par à coup. Donc du coup c'était hyper intéressant parce que le Z-Event c'est en gros un événement qui met des étoiles plein les yeux à plein d'étudiants, parce que c'est un truc qui nous touche pas mal tous quand on est intéressé par cette culture là, et en gros c'était hyper intéressant de décortiquer nos projets avec eux, de leur montrer comment ça marche et de leur montrer que c'est accessible, et leur montrer un peu tous les leviers et surtout la mentalité qu'on a appliquée derrière. Et je pense que ça se joue en fait avec les deux big workshops que j'ai fait. J'ai du mal à me dire il y en a un que je préfère plus que l'autre, mais en tout cas ouais, les big workshops sont géniaux parce que c'est le fait de passer 4 heures avec eux et de leur expliquer vraiment des choses de A à Z. Le début est difficile, mais c'est pas une raison pour abandonner, et surtout ne pas se laisser avoir par la facilité d'apprentissage en vous disant c'est pas parce que j'ai fini d'apprendre tel domaine
par exemple avec telle formation, que mon apprentissage est terminé. C'est-à-dire que vous aurez, en tant que freelance, vous aurez toujours besoin d'apprendre des choses, vous aurez toujours besoin de vous épanouir et de devenir quand même, mine de rien, polyvalent. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on fait évoluer un maximum The Creative Academy. C'est pour essayer de vous accompagner là-dessus. Ne lâchez pas ça et ne lâchez pas à la moindre difficulté. Vous rencontrerez des difficultés au début, mais ça reste quand même relativement boule de neige. Et si vous êtes sérieux, la beauté du parcours en vaut largement la peine.